Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Des conditions d'emprunt qui se dégradent en Belgique, du buzz avant toute information, des big techs américaines qui affolent Wall Street, en passant par une ministre des Comptes publics qui n'a pas de salaire, pas de voiture de fonction et qui n'est même pas sensible au pot de vin. On terminera avec une Europe qui semble de plus en plus se laisser aller à la vassalisation. Bref, les sujets à soumettre au regard desquels Damit Faljaoui ne manquent pas cette semaine. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro. Bonjour Hamid. Bonjour Gaël, ravi de te retrouver. Bah, moi aussi, Ah, on a vraiment beaucoup de choses dont j'aimerais avoir, ton avis. parfait. Si tu veux bien, on va commencer chez nous avec ces taux qui sont en hausse. Je vais parler des taux à long terme, Ouais. vraiment. Taux d'intérêt On à long terme. constate, voilà, je lisais un petit article de Philotecheur qui amène un taux moyen aujourd'hui autour de 3,50, et encore dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que, tu amènes déjà 20 d'une somme quand tu veux faire un achat immobilier. 3,50, c'est bien, bien loin de ce qu'on connaissait, encore en 2024, hein, au niveau aujourd'hui de capacité d'acquérir, enfin, je veux dire, on a quand même des conditions d'acquisition qui sont en train radicalement de se dégrader. Oui et non. Sur le taux nominal, le taux facial, tu parles 3,5, 3,3, ça dépend, et cetera. Effectivement, le taux est plus élevé, on est sur la fourchette haute depuis 2 ans. On n'était pas habitué à ces taux-là, notamment du temps du covid où évidemment les taux d'intérêt étaient au plancher, voire même des fois négatifs dans certains cas, mais pas pour les prix hypothécaires. Alors on a l'impression que ça a augmenté et ça a augmenté d'abord pour une raison toute simple, c'est que les taux à long terme sont très hauts. Et il faut le rappeler que notre prêt hypothécaire, il est lié ou indexé, si je puis dire, sur le taux à long terme de 10 ans en Belgique, mais la même chose en France, et cetera. Donc comme ce taux-là lui-même a augmenté, eh bien effectivement le prix hypothécaire a augmenté. Alors la 2e raison, c'est on en a parlé je crois dans le podcast précédent, pourquoi les taux ont augmenté? C'est que énormément de pays s'endettent, continuent à s'endetter alors qu'ils sont déjà très endettés avec des dettes publiques, souvent au-dessus, de 100 du PIB. Et donc, en fait, si tu veux, bah, les investisseurs, ils ont le choix et donc ils font monter les enchères et donc faire monter les enchères, c'est demander des taux d'intérêt plus élevés et donc tous les taux augmentent et l'une des raisons pour lesquelles notre taux, hypothécaire à 10 ans a un petit peu augmenté ici ces derniers temps en Belgique, c'est notamment lié aussi à la situation française. Le fait que Bayrou, on en a parlé aussi, ait démissionné, il est remplacé par Le Cornu et cetera, bah, voilà, il y a une instabilité, notre voisin à côté et donc, comme on est un petit peu dans la masse avec la France, eh bien, il y a une sorte de contamination, de contagion. Les taux français ont un petit peu augmenté et dans leur sillage aussi, si tu veux, la Belgique. Alors, je reviens maintenant à ta 1re question qui était de savoir si c'est trop élevé. Bah, est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que la dégradation finalement de ces conditions d'achat, d'acquisition hypothécaire ne risque pas de faire un espèce de grippe dans l'économie aussi, hein? Oui et non. Oui, tu as raison parce que les taux facialement sont plus élevés et les gens se braquent sur ce taux. J'y reviendrai dans une seconde. Tu as aussi raison pour une 2e raison, c'est que quand on regarde, les chiffres de la Fédération des notaires, l'immobilier a aussi augmenté sur le 1er semestre ici Ouais. 2025 de 5. Donc les taux augmentent plus le prix moyen des habitations augmente. C'est pas une équation très sympa pour le candidat primo-acquéreur, donc les jeunes. Alors maintenant, c'est 3,5, mais tu as un taux d'inflation de 2. Donc en fait, ton taux réel, c'est 1,5, 3,5 moins l'inflation. Avant, le taux était plus faible, mais l'inflation était quasi nulle et donc en fait, tu payais plus. C'est ça que les personnes C'est qui ça, donc t'écoutent finalement, c'est pas si dramatique que ça. c'est moins dramatique que ça en a l'air, puisqu'évidemment, il y a malheureusement aussi cette hausse des prix immobiliers. Alors évidemment, c'est en moyenne, ça dépend des régions, les villes, les communes, des fois même, c'est une question d'adresse, et cetera. Mais voilà, on voit très bien que les taux augmentent et alors ce que recommandent les experts qui, comme on le sait tous, ne sont pas les payeurs, les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est que si on doit s'endetter maintenant, vaut mieux quand même le faire à taux fixe, parce que probablement que les taux à long terme ne vont pas diminuer ou que la probabilité plutôt, pour le dire autrement, la probabilité qu'ils augmentent est plus forte que qu'ils diminuent. Qu'il diminue. Donc, il faut faire le taux fixe. Alors après, c'est un demi-conseil dans le sens où la plupart des Belges sont de toute façon en taux fixe. Voilà. Alors tiens, par contre, j'ai vu un chiffre, qui peut intéresser les personnes qui nous écoutent, c'est que, je crois que tu l'as vu aussi dans ImmoTaker, c'est que sur un prêt de 20 ans à 3,5, tu payes 55 Ouais, 55 € de mensualité en plus. qui a 1 an. Voilà, qui est 1 an. Mais en 7 ans, c'est déjà pas mal quand même, 55 €, hein?
Voilà et c'est pour ça que cette histoire de relèvement de la quotité exemptée d'impôts, qui permettrait en principe d'économiser ou de gagner 500 € net par an, c'est ce que nous promet ce gouvernement Arizona, va être compensé par ça, par exemple, en tout cas pour ceux qui empruntent. Surtout que voilà, dans cet article, les perspectives sont quand même pas ultra positives pour la suite. Comme tu le dis, il y a peu de chances que ces taux baissent et ce marché immobilier reste quand même sous pression avec là aussi une hausse des prix assez régulière. Bah, on construit pas assez donc ça joue pas en faveur de celui qui n'a pas son logement. Alors, je vais changer radicalement de sujet pour, le deuxième thème que j'aimerais aborder. Alors, par contre, c'est un sujet, bon, rapidement pour ceux qui auraient, je sais pas, été en hibernation ces dernières semaines, c'est, cet assassinat de Charlie Kirk, hein, un militant conservateur très influent aux États-Unis Et très conservateur. et très, très conservateur. C'est vrai que beaucoup de ses propos ont parfois interpellé. Certains n'hésitaient pas à qualifier ça d'attaque verbale. Il avait ses partisans, il avait ses détracteurs. Heu on l'a assassiné, c'est pas bien du tout, ça, on est bien d'accord jusque-là, Non, personne ne remet ça en question. si. Maintenant, il y a autour de ça, énormément de choses qui se passent, qui moi m'interpellent un petit peu. D'abord, bah, effectivement, il y a une espèce de sanction de personnes qui pourraient réagir avec trop de recul par rapport à cet assassinat. On a vu une prof d'une université qui a été licenciée parce qu'elle a simplement évoqué le fait que comme il était très, agressif dans ses propos, bah, finalement, il a attiré le mal et donc ça a été considéré comme vraiment honteux de donc il y a une forme finalement comment est-ce que je pourrais dire? Il y a une politique de discours, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut, il y a une censure aujourd'hui aux États-Unis, hein, oui, bien sûr, hein, je parle aux États-Unis, même si la scène internationale s'en mêle et puis, bah, effectivement, énorme boom sur les réseaux sociaux, c'est une histoire qui fait beaucoup d'ondes de choc, en fait. Alors, tout ce que tu dis est tout à fait juste. D'ailleurs, il y a pas que cette dame, cette prof qui a été, licenciée. Il y a aussi une star de la télé, qui fait un late night show, donc ces émissions humoristiques qui passent le soir et qui est là, je crois qu'il a cette émission depuis 2003, qui a été viré par Disney, par le patron de Disney lui-même, pour ne pas avoir de soucis avec Donald Trump et on est quand même dans un podcast économique. Le lien avec l'économie, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a ce drame humain, que ce soit quelqu'un très à droite n'empêche rien au drame, effectivement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la polarisation aux États-Unis, elle est là, mais elle est aussi fabriquée par les algorithmes, elle est aussi fabriquée par l'économie numérique et c'est là où il y a ce lien effectivement avec ce podcast économique, c'est que on le voit bien, c'était déjà le cas avec les réseaux sociaux et ça va encore s'accélérer évidemment avec l'IA. C'est que on aurait pu imaginer que les réseaux sociaux, c'était des espaces de dialogue et cetera et en fait, au fil du temps, les algorithmes récompensent non pas l'attention, enfin l'économie de l'attention, on est dans l'économie de l'attention, mais l'économie de l'attention, elle se nourrit surtout, je dirais, de clash, Ouais. et d'émotions négatives, en fait et on l'a vu, il y a des études de l'université de Yale, je pense, qui montrent que, par exemple, si dans un texte, il y a des mots comme, traître, corrompu et je ne sais plus quoi, enfin des trucs, pas très sympas, il y avait X % de chances de plus d'être partagés. Voilà et donc c'est là où on revient vers cette économie, des réseaux que je qualifie souvent moi d'asociaux, où finalement on va cliquer sur, je dirais les contenus haineux, sur les contenus, qui engagent et en fait c'est dans cette économie de l'attention, ce qu'on cherche, c'est à capter ton attention. C'est faire en sorte que tu restes un maximum de temps sur ton écran pour qu'on puisse vendre évidemment ton attention à des annonceurs et ton attention malheureusement, je ne parle pas de la tienne en tant que Gaël, mais je dirais la moyenne des gens, elle n'est pas captée, par je dirais des propos qui sont dans la nuance. C'est toujours quand les propos sont excessifs qu'on voit que cet engagement augmente et malheureusement, si tu veux, l'économie numérique, l'économie de l'attention, mais qu'on pourrait appeler ici même l'économie de l'indignation, elle se nourrit de ce genre de choses et polarise encore plus la société. Et je t'entendais dire, aujourd'hui, ces réseaux et même certaines presses, hein, c'est le buzz plutôt que l'explication. C'est terrible comme constat, moi, je trouve. C'est terrible comme constat, mais parce que, les algorithmes ont été créés non pas seulement par des ingénieurs, mais aussi à côté d'eux, des designers spécialistes de la psychologie et notamment des biais comportementaux. Les biais, donc, ce sont ces manières de réfléchir. Des fois, on réfléchit par défaut. Tu as par exemple le biais de confirmation, on le connaît tous. Ben voilà, je suis convaincu de quelque chose, eh bien, je ne vais lire que des choses qui vont dans le sens, auquel je pense. Voilà. On le voit tous d'ailleurs, hein, quand on a acheté par exemple une voiture,
on veut se persuader qu'on a fait le bon achat, on regarde plus de publicité sur d'autres voitures, et cetera. Ou à l'inverse, on a acheté telle voiture qu'on aimait beaucoup, tout d'un coup, on commence à les voir partout parce que le cerveau se Ouais. met en marche, ça c'est voilà. Il y a plein de biais comme ça comportementaux et qui sont utilisés, qui sont même manipulés, on peut le dire. Ça a été d'ailleurs dit par un certain nombre de gens qui ont travaillé pour Meta, donc Facebook à l'époque, et cetera, et qui ont dévoilé la manière dont Facebook jouait sur ces biais comportementaux, mais pas que. Et celui qui réussit le mieux, mais de très, très loin, c'est TikTok, voilà, c'est scroll, c'est de la dopamine, c'est vraiment, c'est l'économie de la dopamine, c'est l'économie de l'attention, c'est l'économie de l'indignation. Ce sont des tas de rouages psychologiques, mais qui sont des rouages, en fait, qui nourrissent la bête et donc cette bête, finalement, gagne son argent parce qu'on a l'impression que c'est gratuit. On dit toujours qu'on est le produit, mais le produit, ce sont aussi nos émotions et elles peuvent aboutir à ce genre de drame humain que l'on a assisté et qui est maintenant nourri, effectivement, par les algorithmes. On va rester dans le buzz, mais dans un autre, registre, toujours aux États-Unis. Et là aussi, j'aimerais vraiment avoir ton avis parce que c'est vrai que ce dossier revient souvent sur la table de ce podcast, entre autres, hein. C'est ces big tech américaines. Oui. Alors, il y a un jour où on craint l'explosion d'une bulle quand même Sam Altman se dit un peu inquiet à court terme. Et puis, là, on a assisté, cette semaine à des records à Wall Street de ce S&P 500. Il y a 8 entreprises big tech qui représentent plus d'un tiers de ce S&P 500. Elle laisse le reste du gâteau à 493 autres grosses entreprises, mais finalement rien du tout. On avait peur pour elle. Aujourd'hui, elle bat tous les records. Comment est-ce qu'on explique ce retournement de situation d'une certaine façon? Alors, ça fait déjà 15 ans que les valeurs technologiques, on le vend en poupe, hein, donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ce à quoi tu fais allusion aujourd'hui et c'est un des dangers qui est souligné par les analystes financiers que tu rencontres d'ailleurs assez régulièrement, c'est la concentration, je dirais, de ces indices autour de quelques valeurs. Tu disais le S&P un tiers. Je crois que pour le Nasdaq, je pense que les 8 premières valeurs technologiques que tout le monde connaît, Meta, Amazon, Apple, et cetera, je crois que c'est 2 tiers, c'est 2 tiers. Alors, heu, c'est ça c'est assez angoissant, notamment pour ceux qui veulent quand même, vérifier que leur épargne est bien placée et notamment il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont mis leur argent dans ces valeurs technologiques et même s'ils le font à travers des indices, des ETF comme on dit, donc des indices, des ETF qui dupliquent certains indices, quand ces indices sont, j'allais dire, vérolés par le fait que 30, 40, 50, 60 de cet indice est influencé par quelques valeurs, il est clair que si ces valeurs se cassent la figure, l'indice va baisser aussi. Donc ça, même ceux qui sont sur des fonds indiciels, en ont peur. Alors, comment peut-on expliquer cet engouement? Mais parce que ce sont des boîtes qui marchent très, très bien, qui dégagent des marges énormes, qui dégagent énormément de cash, qui font aussi rêver les investisseurs. Tu sais que les investisseurs, les analystes achètent non seulement des chiffres, mais aussi, des histoires en storytelling. Et pendant X années, c'était, le cloud, hein, qui a boosté un certain nombre d'entreprises auxquelles tu as fait allusion tout à l'heure. Et puis, depuis quelque temps, depuis 2 ans, depuis ChatGPT, c'est beaucoup, l'intelligence artificielle et aussi les investissements qui sont en train de se faire. Je crois que les 4-5 plus grandes, entreprises, Meta, Facebook, enfin Meta, pardon, Apple, Microsoft et tout, vont investir, je crois qu'en 2025, 400 milliards. C'est énorme. À tel point que j'ai vu une analyse qui montre que la moitié de la croissance en 2025, la moitié de la croissance aux États-Unis sera le fait de ces investissements. Donc c'est colossal. On se demande ce que font les autres entreprises industrielles, retail, pétrolières, et cetera, voilà. Et donc ça pose un problème. Mais pour le moment, la bourse est totalement confiante alors qu'au début, je ne sais pas si tu te souviens avec DeepSeek Ouais, 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 il y avait eu quand même un crash, on peut pas dire autrement, ça avait fait mal. voilà, parce que les Chinois sont arrivés avec une IA, qui, Révolutionnaire. révolutionnaire. Alors, pas aussi bonne qu'OpenAI, mais qui demandait, pas des puces aussi, faramineuses et aussi gigantesques et aussi gourmandes en énergie et je me souviens très bien, en une journée, 1 000 000 de capitalisation avaient été évaporés. Depuis lors, c'est juste un souvenir. Alors c'est vrai que là, on dit toujours que la bourse est une grande trouillarde, mais c'est aussi, elle a un petit côté Alzheimer, donc elle oublie vite les choses. Mais voilà, on c'est cet état dans lequel on est aujourd'hui, c'est que certains se posent la question si les arbres peuvent grimper jusqu'au ciel et là, c'est un débat que je ne pourrais pas trancher parce que je n'ai vu personne le trancher. Pour le moment, il y a ceux qui expliquent que ça peut encore continuer et puis d'autres qui disent, «Non, c'est dangereux, il faut peut-être un peu se retirer de ces indices, technologiques parce que si crache il y a, il va faire mal».
Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques soubresauts, donc des reculs, il y a quelques jours, notamment quand, le patron d'OpenAI, Sam Altman, avait dit qu'effectivement, il croyait en l'IA, il croyait dans tout l'apport qu'allait amener donc, l'IA dans les années qui viennent, mais il estimait qu'aujourd'hui les rapports coûts-bénéfices étaient quand même un petit peu élevés et là, évidemment, ça avait un petit peu refroidi les ardeurs, on en a parlé ici même, ça a refroidi les ardeurs des investisseurs, mais depuis lors, c'est reparti comme en l'an 40. Jérôme Powell peut avoir eu un impact en baissant un peu ses taux? Est-ce que Oui, du coup tout le oui, monde a repris confiance? oui, ça a aussi joué effectivement, c'est un élément que j'aurais pu ajouter effectivement, ouais. Alors, on va rester dans l'économie et une solution a été trouvée, Hamid, pour, vaincre la corruption dans, les gouvernements. C'est l'Albanie, qui vient le premier ministre albanais vient de nommer dans son gouvernement une ministre des comptes publics qui sera donc entre autres en charge de l'attribution des marchés publics et cette dame, s'appelle, j'ai oublié son prénom, elle a un joli petit prénom, Diela, c'est ça. Elle est totalement virtuelle. C'est une intelligence artificielle. Le Premier ministre se défend de cette nomination en expliquant que, bah, forcément, c'est une intelligence artificielle, il y a peu de chances qu'elle soit sensible au pot de vin et on peut même rajouter à ça que, ouais, pas de salaire, pas de voiture de fonction, enfin, c'est tout bénef pour le gouvernement. Oui, alors évidemment, ça fait sourire parce que ça vient, de l'Albanie qui n'est pas nécessairement le pays, je dirais, qu'on cite souvent en exemple, mais c'est assez original, ça a fait le buzz effectivement et tu fais bien d'en parler. Alors, effectivement, c'est une IA. Est-ce que c'est vraiment une IA? Je suis même pas sûr, c'est peut-être juste un algorithme avec un score. Heu, Est-ce que c'est un ministre? Je suis pas sûr non plus dans le sens où elle a pas de budget et qu'elle pourra pas faire des décisions, mais c'est un signal qui est fort. Et que moi, je pense qu'il est intéressant qu'on partage avec, nos éditeurs, auditrices, dans le sens où, l'Albanie le fait aujourd'hui, mais demain, ça veut dire que tu auras des entreprises ou des ministères, ici, bah, c'est le marché pour les offres publiques, qui se diront: «Bah, finalement, j'ai pas besoin d'avoir un acheteur, ou un cadre qui est occupé à ça. Je vais mettre, une IA ou un algorithme, enfin, que sais-je, et cetera, qui va faire des scorings». Effectivement, heu, tu ne dois pas payer cette personne, puisque c'est une IA et en plus, tu évites les biais psychologiques humains, y compris la corruption et cetera. Alors après, ça pose aussi des questions. C'est que vont devenir les vendeurs? Puisque le vendeur qui venait avec son attaché caisse et PowerPoint et expliquait, ou qui retrouvait, l'acheteur autour d'un café, je ne sais où, pour lui expliquer les bienfaits de ses produits, de ses services, bah, si tout le monde se met à acheter, si je puis dire, mais avec une interface, algorithmique, ça risque de changer le métier ou de faire disparaître le métier de vendeur même, hein. Ou alors c'est le métier de vendeur qui devra peut-être s'adapter en disant: «Bah, voilà, il faudra peut-être connaître en amont la manière dont ça a été, dont comment dirais-je? Cette IA a été programmée». Il y a peut-être des choses à discuter avant dans le cahier des charges ou que sais-je, ou dans les critères de décision. Parce qu'évidemment, c'est pas parce que c'est une IA qu'elle est parfaite puisque l'IA va peut-être regarder juste le prix, la quantité, que sais-je, mais elle va peut-être pas te dire quand je dis n'importe quoi, de l'emploi local, de l'inclusion et cetera. Donc ça, aussi du côté de l'acheteur, en Albanie, j'imagine, ils devront faire attention à ce genre de choses, mais demain ce sera peut-être dans une entreprise, ce sera dans une entreprise. Et quant au vendeur, peut-être qu'il va devenir, non plus le vendeur comme avant, il va plus lire les bouquins, on lui explique comment bien vendre, les arguments et cetera. Il va peut-être devoir, apprendre les algorithmes et voir un peu comment les influencer en amont, que sais-je. Mais c'est intéressant, ça présage quelque chose. Tu penses pas que chez nous, si on mettait une IA, comme, formateur du gouvernement bruxellois, on pourrait s'en sortir, plus facilement? Peut-être même, je veux dire, mettre une IA dans notre gouvernement fédéral, hein, Je sais pas parce que je sais que plusieurs, négociateurs, en tout cas pour le gouvernement bruxellois, j'imagine c'est surtout à ça que tu fais allusion, parce qu'on a toujours pas de gouvernement, l'ont fait, mais ça n'a pas donné des résultats extraordinaires. On reste des humains, en tout cas pour ces aspects-là et puis voilà, donc voilà. Non, pour le moment, ça ne donne pas ces effets, mais qui sait, peut-être demain. mais toi, en un mot, pour ou contre une IA au sein d'un gouvernement? Non, moi je pense que ça doit rester un outil et que c'est toujours l'humain qui doit décider à un moment donné, parce qu'il y a aussi des aspects, que tu peux pas mettre sous forme d'équation. Hem, mais que l'IA soit là, comme aide, oui, certainement, forcément. Ne serait-ce que par rapport à la paperasse, pour gagner du temps, pour la productivité, tout. Mais la décision finale doit toujours revenir à un être humain, même si effectivement il y a les dangers de corruption qu'on connaît et cetera. Mais, tout remettre dans parce que ça pose le problème demain, telle ou telle décision a lieu ou tel, ou tel truc est refusé, je me retourne contre qui? Qui est responsable? Et puis, l'IA n'est pas infaillible et puis l'IA, elle est programmée,
mais on peut la programmer pour aller dans un sens ou dans un autre. Donc c'est pas parce que c'est une IA qu'elle est infaillible et qu'elle est totalement, je dirais impartiale. Je dirais même, qu'on augmente l'opacité, en fait. Il faut dire que l'Albanie a quand même été beaucoup pointée du doigt pour la corruption et là, elle essaye de faire, une transparence maximum pour rentrer dans l'Europe en 2030. C'est son objectif et ça va m'amener à un thème suivant. Cette Europe, il y a une photo qui a circulé, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, une photo de dirigeants européens, face à Donald Trump. Et comme on en discutait, ça faisait un petit peu les élèves face à le professeur. Cette, photo a été soumise à Dominique de Villepin qui, lui, n'hésite pas à poser un terme, celui de vassalisation de l'Europe. Cette Europe même qui, il y a quelques mois, à la réélection de Donald Trump, sortait tout son plan pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. On se retrouve aujourd'hui avec ce mot qui revient à dans plusieurs, analyses d'experts, vassalisation de l'Europe face aux États-Unis et puis même la Chine, la Russie et cetera. Oui, effectivement, c'est une photo que j'ai vue et qui m'a aussi choqué. On voit d'un côté, c'était dans le bureau ovale, donc à Washington, Trump face au oui, personne représentant, l'Europe, heu le chancelier allemand, Macron, Ursula von der Leyen, ça fait effectivement, comme tu dis, le professeur qui écoute pas en plus dans le cas de Trump, face à ses, oui, élèves turbulents. Donc ça avait choqué beaucoup Dominique de Villepin et il parlait de vassalisation. Alors, il a pointé du doigt plusieurs vassalisations. La première, on en a beaucoup parlé, et tout le monde est au courant, c'est la vassalisation, au niveau commercial et économique. Parce que Avec c'est cet accord, de cet été, oui. effectivement, où on est prié de payer 15 de taxes supplémentaires pour pouvoir avoir accès à ce fabuleux marché américain, et on n'a pas eu de contrepartie. Donc là, si c'est pas une vassalisation, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est la vassalisation, je dirais, commerciale. Alors, il parle aussi d'une vassalisation numérique. Et c'est vrai, quand tu regardes, on en a parlé ici dans les sujets précédents, hem, les réseaux sociaux, ils sont tous américains ou alors chinois. Tes outils, tes moteurs de recherche, il y en a plusieurs, mais celui qui se taille la part de marché du lion à 95 c'est Google. Le cloud, il est américain. Les plateformes, elles sont américaines. Tes modes de paiement sont américains et et c'est pire que ça. Non seulement les outils numériques sont américains, mais on l'a bien vu avec les réseaux sociaux, il te force à penser d'une certaine manière, à réfléchir d'une certaine manière, à te diriger d'une certaine manière. Donc même notre cerveau, il est devenu américain. Donc ça, c'est une autre forme de vassalisation numérique et en plus les sous, que captent, ces plateformes partent aux États-Unis, ils ne restent pas en Europe, en Belgique ou en France ou que sais-je. Alors il parlait aussi de vassalisation aussi financière. Ça, c'est un petit peu plus subtil, il y a fait allusion, c'est le fait qu'on est en train de lancer, ce qu'on appelle les stablecoins que toi tu connais bien parce que tu t'intéresses beaucoup aux crypto-monnaies et cetera. Mais qui stablecoin, bah, le mot le dit, une monnaie stable. Pourquoi? Parce qu'elle est adossée, elle vaut 1 $ en fait, voilà. Et donc même si au début tu démarres avec de l'euro, après tu te retrouves dans ton monde virtuel, notamment dans le gaming ou des choses comme ça, tout se fait, tous les paiements que tu fais, tous les virements se font avec les stablecoins et donc in fine, ça revient à ce que l'euro soit bypassé, à ce que tu fasses plein de choses, y compris peut-être tu pourrais lever des fonds avec des stablecoins, donc sans passer par l'euro, sans passer par une banque belge, sans passer par la Banque centrale européenne et donc in fine, bah, ça veut dire que de nouveau, les fonds européens iront aux États-Unis. Ça, c'est une troisième forme de vassalisation et puis il y a la forme de vassalisation que tout le monde connaît maintenant, c'est qu'on nous a demandé et enfin plus que demandé, on nous a hurlé dessus pour qu'on puisse, faire passer je dirais le poids de la défense dans le PIB de 2 à 5 et donc tu vas me dire: «Bien, en quoi c'est une vassalisation?» Bah, c'est une vassalisation dans le sens où on nous dit pas: «Vous pouvez passer» ou non, on nous oblige à passer à 2 puis à 3 puis 4 puis 5 et en plus on nous dit: «Vous devez acheter C'est ça. du matériel américain». Et alors in fine, et on pourra peut-être terminer là-dessus, c'est que et ça je trouvais c'était bien vu de la part de Dominique de Villepin, on peut contester, mais bon, c'est quelqu'un qui a souvent une vue assez incisive de la géopolitique. C'est qu'on le voit bien aux États-Unis, notamment avec le discours de Dominique de J.D. Vance, on le voit bien aussi avec, des multimilliardaires, comme Elon Musk. Ils interviennent dans la politique interne. Ils soutiennent financièrement certains partis, Le Pen en France, le parti pour l'Allemagne, AfD, en Allemagne. Non seulement ils le soutiennent financièrement, mais ils les soutiennent aussi en tant qu'interlocuteur valable et donc ils disent: «Voilà, vous pensez bien, les autres pensent mal» et donc même dans nos élections politiques, même dans notre politique interne, on a une forme de début de vassalisation et ça, ce ne sont pas des bonnes nouvelles.
Et c'est encore malheureusement avec cette mauvaise nouvelle que nous allons devoir clôturer ce Non, numéro. mais on n'est pas condamné à ça, on peut réagir. Après, il faut voir si on veut réagir ou pas. Pour le moment, c'est plutôt la cacophonie. C'est Bah, 27 moi, voix ce au qui lieu de 1000. m'inquiète, c'est d'avoir une Europe qui clamait, il y a quelques mois, on était en décembre, janvier, tout un plan de pacte stratégie pour l'autonomie de l'Europe et où on se retrouve quelques mois plus tard avec, comme tu dis, des frais de douane asymétriques, une obligation d'acheter des biens stratégiques aux États-Unis et puis, beh, la menace de la Russie, la menace de la Chine, et pendant ce temps, bah, que fait-on? Ah bah, pour le moment, rien et c'était une des raisons, c'était une des solutions qu'avait préconisé aussi Villepin. Effectivement, il fallait voir, Donald Trump pour pas ne pas négocier avec lui, mais est-ce qu'il fallait aller à 8? On serait mis tous d'accord en envoyant 1 ou 2 personnes, ça aurait suffi. Même symboliquement, on est quand même dans une période où les images, le poids des mots, mais surtout des photos des photos pour reprendre le slogan d'un magazine qu'on connaît bien est très important. Mais bon, voilà, il y a une cacophonie. Mais tu sais, c'est la phrase qu'avait sortie à l'époque Kissinger, qui est parti depuis lors. Il disait: «L'Europe, quel numéro de téléphone?» Tu vois? On sait qui il faut appeler à Pékin, on sait qui il faut appeler à Washington. Chez nous, on appelle qui? Et ça date d'il y a 50 ans, ça n'a pas changé. Merci beaucoup, Hamid. Merci Ce Gaël, regard merci décalé pour tout. et rendez-vous la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.